Tout à l'heure, ce que vous avez dit m'a beaucoup intéressé, peut-être parce que je le dis moi-même aussi depuis longtemps, c'est-à-dire l'importance de la mer comme absolument déterminante. Les grandes puissances... Aidez-moi, parce que alors, pour faire entrer ce thème-là dans le débat public... Je le dis, je l'écris depuis de longues années, les ports, c'est la clé. Seuls les pays qui ont eu des ports ont été les grandes puissances. C'est en fait anthropologique, monsieur Attali. Je n'ai pas... L'humanité est sortie d'Afrique, elle a occupé tous les territoires, et maintenant elle va entrer en mer. C'est en fait conduit par la réalité humaine elle-même. C'est plus que cela. Si on prend l'histoire de quelque chose que vous n'aimez peut-être pas trop, c'est-à-dire le capitalisme... Et les larmes des Français, comme disait quelqu'un, ont le goût de l'eau de mer. Parce que souvent, nous avons déserté la mer, ce qui est bien bête. Pardon, excusez-moi. Le capitalisme, que vous n'aimez pas trop, mais qui a commencé comme une libération, comme le dit Marx à l'égard du féodalisme, a commencé dans les ports. Et ce sont les ports qui ont été les grandes villes, oui, Venise, a commencé par l'accumulation du gars qui avait des sous pour envoyer un bateau chercher des épices. Exactement. Et c'est d'ailleurs là qu'a commencé aussi la banque, qui était nécessaire. Bordel, alors. Qui était nécessaire. On Merci, le croit. C'est aussi mon maître, et je suis ravi que vous le citiez. Oui. Nous sommes situés entre le port de Fos, Fos-Marseille et Barcelone. Et pour se distinguer par rapport à des grands ports, voire des très grands ports maritimes, il faut effectivement avoir une stratégie de niche. Et dans cette stratégie de niche, c'est vraiment la polyvalence des trafics. Puisque, comme on le voit derrière nous, nous sommes capables de traiter aussi bien des activités de vrac liquide, vrac solide, donc avec de l'importation de graines, transformation en huile, en diester et tourteau, et qui repartent à l'exportation. Des activités de roulier, donc l'importation de véhicules neufs aujourd'hui représente à peu près 85 000 véhicules, et c'est une escale tous les 3 jours. On est à 80% sur de l'import, 20% d'export. Et quand on parle d'export, il faut parler de notre bétail. On est leader européen sur l'export de bétail vivant. Aujourd'hui, en termes de trafic, on est à peu près à 4 millions de tonnes. On a évidemment l'activité maritime avec des accès nautiques exceptionnels. Mais de l'autre côté, on a les connexions fluviales. On reçoit à peu près 300 escales fluviales par an, avec la connexion sur le canal du Rhône à 7. Nous avons également une activité passager régulière, puisque nous travaillons sur des lignes régulières. Nous avons des lignes sur Tanger, Nador au niveau du Maroc. Et puis, évidemment, comme nous sommes un port dans la ville, ou on dit une ville plutôt dans le port, nous avons aussi l'activité croisière qui est en plein développement. Et aujourd'hui, le port de Sète est, on dit toujours, est dans la seconde division. Nous sommes avec des ports comme Brest, Lorient, Bayonne. Mais nous sommes on peut dire, les premiers de la seconde division. Quand je parle de la Méditerranée, c'est comme un pont vers la rive sud et vers la rive est. C'est un pont, c'est pas un mur, c'est un pont. Et vous savez combien d'habitants autour des États qui sont autour de la Méditerranée? 500 millions d'habitants. Et au sud du Maghreb, vous savez ce qu'il y a? Il y a l'Afrique tout entière. Et si on n'a pas cette vision, tout le monde d'ailleurs commence à l'avoir, y compris la Chine et tout ça, les Américains, ils regardent tout ce qu'ils peuvent faire. Nous avons là une chance. Il n'y a pas que des problèmes. Quand on parle en Méditerranée, il y a des problèmes humains qui sont tragiques, catastrophiques. Mais, il y a tous ces problèmes actuels, mais il y a aussi un potentiel de développement. Et donc, ça c'est vrai pour le Maroc, c'est vrai pour j'étais avec Carole Delga au Maroc, nous avons discuté justement des rapports du développement de Sète avec Tanger, avec les activités marocaines. Et actuellement, je vous le dis, j'essaye avec le ministère des Affaires étrangères de lever certains obstacles par rapport aux relations commerciales avec l'Algérie. Un port à 3 dimensions, la pêche, la plaisance et le commerce. Et c'est un port qui a cette volonté de rester dans cette... Vous savez, j'arrive de Dubaï, mais j'ai été avant à Shanghai et ailleurs. J'en ai vu des ports et des grands ports où la dimension inhumaine, si je puis dire, l'emporte sur tout le reste. Eh bien, non. C'est une dimension humaine qui
qui permet d'aller des plus grands croisiéristes jusqu'aux petites croisières, disons, qui permet d'aller, y compris par rapport aux conteneurs, de travailler sur les niches, de travailler sur le développement, qui permet sur la plaisance d'aller de la petite plaisance jusqu'au grand yacht. Madame la Présidente, je souhaiterais vous interroger aujourd'hui sur le projet de marina pour grands bateaux à 7. Alors le projet en lui-même semble intéressant, notamment pour la réhabilitation du quai d'Alger qui est aujourd'hui sous-utilisé comme vous le savez. Les retombées indirectes pour le commerce local semblent aussi à envisager puisque IGY Marina aurait la réputation de privilégier la production locale sur ces autres marinas. Néanmoins, sur la méthode, il convient de poser quelques interrogations. D'abord, le manque de concertation et de débat ici, dans notre Assemblée, et même en commission. Aucun document ne nous a été transmis, nous n'avons pu faire part d'aucune interrogation. Merci, Madame. C'est le premier vice-président en charge de l'économie maritime, du littoral et des aéroports, Monsieur Didier Codorniou, qui va vous apporter une réponse, Madame Myriam Roch. Monsieur le premier vice-président, vous avez la parole. Oui, Madame Roch, alors permettez-moi tout d'abord de dire que nous sommes dans le cadre d'un appel à projet et je vais reprendre donc le dossier pour que vous ayez toutes les informations. Mais à 7, la réalisation de cette marina inquiète certains habitants. On a monté une pétition en ligne pour demander l'organisation d'un débat public. Ils réclament plus d'informations sur ce projet mené tambour battant et sur ses éventuels impacts. Est-ce que ça peut avoir des répercussions sur les prix de l'immobilier ici dans le quartier, voire à 7, plus largement ? L'impact environnemental aussi, est-ce que tout est prévu pour ce qui est pollution de l'air, pollution de l'eau? On nous promet des emplois, on se demande lesquels. Et puis l'accès au quai aussi, voilà, est-ce qu'on pourra toujours avoir accès à ce quai? Il est quand même ouvert, on peut y accéder, il y a des pêcheurs, il y a des bateaux qui arrivent régulièrement. Le collectif sera reçu en début de semaine par les responsables du port. Alors d'abord, je vous annonce un petit peu... Est-ce que vous enregistrez? On m'a dit que vous vouliez enregistrer. Mais j'ai vu que vous enregistrez. Ah, on peut, ouais, si vous voulez. J'ai pris un appareil photo. C'est vous qui voulez. Bon, mais j'avais dit, est-ce que vous êtes d'accord que... parce que j'étais pas au courant. Parce qu'il paraît que c'est avec vous qu'elle a réglé, la fille de France Sud. De TV Occitanie. Vous voulez nous, on lui avait dit pas ce soir, on lui avait dit vendredi, on pourra se voir, mais pas non, ce mais soir. est-ce que si vous voulez, moi je suis, mais qu'elle fasse des images sans nous écouter, mais des images comme quoi il y a eu cette rencontre. Bien sûr. Bon, après, à la fin peut-être? Non, là maintenant, et après on parle. D'accord. Oui, tu peux lui dire qu'elle vienne, elle fait des images, on parle, on fait, et on se alors, sourit. Est-ce qu'on pourra se partager le fichier son de l'enregistrement à ce moment-là? Est-ce qu'on pourra partager le fichier son? Vous faites ce que vous voulez. D'accord. Bon, non, mais ça, vous faites ce que vous voulez, soyez tranquille. Dès lors qu'on est d'accord, okay. qu'on dit qu'on fait pas, qu'on l'enregistre pas en dessous de la table, moi ça me va. Parfait, pas de souci. Bah là, il est sur la table. Au port de Sète, pas un bateau sur le quai d'Alger. Mais dans un an, des yachts immenses pourraient bien venir s'y amarrer, dans une marina qui prévoit d'accueillir 12 navires de luxe. Le projet de l'établissement public régional qui gère le port a séduit des Américains de Miami. Donc, cette opportunité se présente, et il y a cet appel d'offres, et voilà, le résultat, c'est que non seulement ils sont d'accord, et en plus, il se trouve que, en même temps, on développe le conteneur avec P&O, et que P&O est aussi intéressé par rapport à ce truc des rutaines. Résultat des courses, derrière, puisque la première question c'est le financement, c'est 4 millions et quelques qui vont être investis par ces entreprises. Par les deux, du coup, c'est ça qu'on n'a pas très bien compris. C'est un groupement. C'est un groupement entre quoi, P&O Maritimes ou P&O, c'est quel P&O? Parce qu'il y en a plusieurs P&O, c'est un gros groupe quand même. P&O, c'est déjà une filiale d'un groupe. De DP World, qui appartient à Dubai World. En fait, on n'a pas très bien compris.
justement ce partenariat financier entre les... Une société. Ah, d'accord, il y a une création. Voilà, donc 51% est détenu par P&O et 49% est détenu par EasyWay. D'accord, ok. On avait un opérateur international qui recherchait un port d'entrée, un port d'attache pour sa clientèle méga yacht, que ça soit sur l'Italie, que ça soit sur l'Espagne, que ça soit effectivement en France. Et lorsqu'on leur a présenté le site avec le quai d'Alger et quai du Maroc, ils ont été effectivement enthousiasmés. Pour le port de Sète, 12 méga-yachts, cela veut forcément dire retombées économiques. Mais viendront-ils ? Le port voisin de la Grande Motte considère le projet réaliste. Pour la région, c'est très bien. Ça fera venir plus de jets. Ça a un certain prestige. Après, ça fait travailler beaucoup de professionnels sur ces bateaux, c'est certain. Donc l'emploi, il y a 200 emplois qui sont avancés et annoncés sur la marina de luxe. Vous avez dit même en introduction 200 à 300 emplois. Pourquoi tu dis marina de luxe là? Pour la marina? Pour la marina. C'est pas une marina comme il a été construit derrière le Mall Saint-Louis. En fait, on l'a appelé... C'est une marina de luxe, pour des bateaux de luxe. Ah oui, pour les carrières. Ah oui. Allez, d'accord, vas-y. Alors, 200 à 300 emplois annoncés. 200 à 300. Oui, c'est lesquels? Non, il ne s'agit pas, c'est l'équipage. L'équipage des bateaux. C'est pas de la création, c'est le... L'équipage des bateaux, ils sont sur le bateau. Oui. Donc, mais ils sont déjà engagés ça sera déjà sur le bateau. Bien sûr. Donc il n'y a pas de la création d'emplois. Mais non, il n'est pas question de jamais personne n'a parlé de création d'emploi. Merci. alors, Ce que j'ai compris. Vous avez Moi, dit dans un sens. l'équipage. Mais non. Non, mais en introduction, moi j'ai compris qu'on vous dit la création d'emploi, ça va faire de l'emploi, ça va faire de l'emploi sur le bassin. Alors, c'est quoi ces emplois? Non, allez, alors on va se mettre d'accord tranquillement. Effectivement, c'est pas nous qui embauchons les équipages. Ils existent, ils sont là. Ce sont des hommes et des femmes, des salariés qui viennent d'où ils veulent, je ne sais pas. Alors évidemment, si on veut qu'ils soient, c'est quoi, il faut gueuler. C'est toi ou de la région, hein. Moi je parle. Oui, non, mais non. Hein. Donc ces équipages-là, ils existent. Mais ils vont être là pendant que les yachts seront là. Il faut y croire. La région est belle, 280 jours de soleil par an. Une délégation sera en Floride pour rencontrer le groupe américain. Il devrait investir 4 millions d'euros dans cette marina. Elle pourrait accueillir ses premiers yachts dès le printemps prochain. Juste, c'était pour savoir s'il y avait déjà eu des réservations, parce que j'ai vu que sur le site d'Iggy Marina, en fait, on pouvait déjà réserver depuis début octobre. Est-ce qu'il y a déjà eu des réservations du coup On est dans une phase. La première phase, c'est la phase commercialisation. Donc là maintenant, effectivement, ils ont tout intérêt à commencer à démarcher, à trouver des clients bien évidemment. Mais après, savoir où on en est. Et moi, je suis bénévole. Je le dis au passage parce qu'il y a des comptes que je prenais la place de quelqu'un. Je suis bénévole et je peux te regarder dans les yeux. Oui. Et tu sais, j'ai eu à gérer comme ministre 1500 milliards, moi. Et je peux regarder qui que ce soit dans les yeux. Tu vois, sans exception. C'est vrai aussi de tout ce qui touche à la vie des gens. D'ailleurs, le patronat, le grand patronat, le pouvoir, les privilégiés de la fortune le savent bien. Ils ont leur parti, ils ont des moyens financiers, économiques, culturels considérables. Ils disposent de l'appareil d'État, ils ont les grands médias, la plupart de la grande presse, pour pouvoir faire passer leurs idées, leur propagande, les idées de fatalité de la crise. Et tout cela mis au service du choix du profit contre les gens. Le choix de l'argent en augmentant les inégalités, en licenciant, en réduisant le pouvoir d'achat, en proposant à la jeunesse un avenir bouché. Tous ces moyens dont ils disposent sont considérables. Ils ont même l'arrogance des nantis. Le yachting, c'est une question d'actualité, mais plus globalement, c'est sûr où on va pour développer dans un style, dans une démarche nouvelle, un développement qui ne soit pas générateur d'inégalité, de pollution, développement local quand même, enfin, je veux dire avec des gens du coin. Mais attends, qui ne soit pas générateur d'inégalité, de pollution, mais au contraire créateur
d'emploi, et pas de n'importe quel d'emploi durable et qualifié. Garage à bateau pour yacht de luxe, je crois qu'on a autre chose à faire. La seule chose qui doit nous guider, c'est l'intérêt général. Alors expliquer de emplois, c'est quoi? Ah mais c'est les équipages, mais les équipages, garage à bateau, une fois que le bateau est là, ils viennent le rechercher dans 6 mois pour la période d'été, donc c'est absurde quoi, voilà, c'est de l'enfumage. Hein. Mais à Marseille, ils se battent pour avoir le yachting, comme on dit, ces fameux grands bateaux de plaisance. À La Ciotat, ils se battent pour avoir... Et alors, ce ne sont pas des villes populaires? Tu sais, si à La Ciotat, on a un chantier naval, ouais, tu le sais ça? Allez, continuez. Tu le sais? Tu sais qui c'est qui a décidé? Qui a décidé? Qu'à La Ciotat, on fasse ça? Non. C'est Guesso. Merci beaucoup, monsieur Guesso, l'ancien ministre le collabo. Grâce à vous, je pourrai planter le drapeau du monde endetté. Marina des Richard, Marina, restez à Dubaï au Qatar. Alors vous attendez quoi en fait de cette mobilisation un peu aujourd'hui Alors de cette journée aujourd'hui d'information, déjà notre objectif c'est vraiment d'informer la population, d'informer les riverains. On s'est mis vraiment en place où aller avoir le lieu projet pour informer les riverains. On leur apporte connaissance du projet et on recueille leur information. Sachant que la ville de Sète est une ville avec un taux de chômage de 24%, nous on aimerait avoir des projets en raccord avec ce taux de chômage, donc des projets qui créent de l'emploi, qui ne nuisent pas forcément à la nature et à l'environnement marin, car je pense qu'avec la plaisance déjà existante, la pêche déjà existante, il y a déjà assez de nuisances au niveau de la nature. Le projet de marina pour superyacht prévu ici au niveau du quai d'Alger déchaîne les passions avec un duel fratricide entre deux anciens camarades du Parti communiste, François Liberty et Jean-Claude Guesso, président du port de l'île Singulière. Tous ensemble, la pêche, la plaisance, le commerce. Et dans le commerce, les passagers, les marchandises. Et dans la pêche, les petits métiers, et les grands, et la criée. Et dans la plaisance, la petite, la moyenne, et maintenant la grande. Tout ça avec une seule idée, l'intérêt général. C'est-à-dire le développement de chacune de ces activités dans l'esprit d'une croissance durable, favorable à l'emploi, à l'activité commerciale et aux entreprises locales, mais favorable à au centre d'une guerre. Continuez. Je répète, pour que tout le monde comprenne bien, parce que alors, avec l'intérêt général, c'est-à-dire le développement de chacune de ces activités favorables au rayonnement et à l'attractivité de ce littoral méditerranéen de l'Occitanie tout entière. Mais quand je parle de croissance durable, c'est aussi pour dire, pas pour faire n'importe quoi. Je pense aux enjeux essentiels. Et à mes yeux, l'enjeu essentiel, il se résume en 3 mots, l'humain au cœur. Cela signifie que le cadre de vie, la transition écologique et énergétique doivent en permanence guider nos choix et nos décisions. Et on en parlera, j'en suis sûr, si on est dans l'esprit du dialogue et de l'échange. Mesdames et messieurs, quand nous avons été informés des choix du GIA et des réponses à l'appel de projet, vous pensez bien que toutes ces dimensions, l'emploi, les retombées économiques, le développement durable, ont été au centre des discussions. Et d'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en parler. Et d'ailleurs, pour que les choses soient claires, et que pour que l'information soit complète, si vous en êtes d'accord, nous demanderons à IGY de vous dire en quelques mots ce qu'ils nous ont dit. Nous sommes une entreprise vraiment internationale et cela nous pose des défis car chaque pays, bien sûr, est différent. Cela nous rend également flexibles et adaptés. Nous sommes en pleine croissance en Méditerranée. C'est un domaine dans lequel nous voulons nous développer. C'était donc un premier pas très important pour la compagnie, pour ce qui va suivre.
Nous sommes une entreprise qui se concentre pas uniquement sur des motoyachts, mais aussi de tout type de bateaux. Et donc, nous y avons une grande expérience. Nous organisons des événements de toute taille, y compris ceux qui profitent non seulement aux marins, mais à la communauté dans notre ensemble. Pour tout ce qui est l'environnement, nous prenons ça très au sérieux, tout comme l'industrie d'ensemble. Nous sommes une compagnie américaine et donc socialement responsable. Nous devons nous endurer à la communauté locale si nous devons supporter. Nous prenons donc les mesures pour nous assurer que nous nous conformons et avons une éthique de faire la bonne chose. Enfin, nous avons un personnel heureux, amical et dévoué qui aime venir travailler et faire partie de notre entreprise. Le dossier de rétention est quelque chose dont nous sommes très fiers dans une industrie qui se voit souvent dans un style de vie nomade. Pouvez-vous, Madame la Présidente, nous apporter des éléments supplémentaires sur l'état de ce projet afin que nous puissions avoir une position équilibrée qui serait basée sur des faits précis et non pas des légendes? Je vous remercie. Merci, Madame. C'est le premier vice-président en charge de l'économie maritime, du littoral et des aéroports, Monsieur Didier Codorniou, qui va vous apporter une réponse, Madame Myriam Roch. Monsieur le premier vice-président, vous avez la parole. Alors Gilles, vous-même, vous avez joué troisième ligne aussi au club. Vous êtes encore dans l'encadrement du club de Narbonne aujourd'hui. Et vous avez joué notamment aux côtés de Didier Codorniou. Didier, c'était vraiment un joueur à suivre parce qu'il arrivait à faire des petites brèches, mais à tel moment que je me rappelle moi une fois à Grenoble, sur un déplacement, j'étais pile dans son axe pour le suivre, j'ai essayé de le suivre, impossible parce qu'il s'était faufilé entre deux personnes, je crois qu'il était passé dans un trou de souris parce qu'il passait dans des endroits impossibles, quoi. Et puis c'était un petit, voilà, le petit prince, c'était pas pour rien son surnom. Eh bien, Didier Codorniou est l'invité de l'entretien cette semaine. 1m70 de fulgurance, l'un des meilleurs trois quarts centres de sa génération, narbonnais, il jouera aussi à Toulouse. C'est l'homme politique que nous avons sollicité, maire de Gruissant, il est vice-président PRG à l'économie maritime de la Grande Région. Pendant 4 ans, il a été en charge des sports en Languedoc-Roussillon. La Grande Région peut être une solution alors que le rugby va chercher des fonds à l'étranger. Exemple, l'épisode Qatari avorté à Narbonne. Les Australiens, les Qatars, donc d'autres États ou d'autres privés qui puissent s'intéresser à la ville de Narbonne, les Emirates aussi. Donc en fait, on est dans un monde aujourd'hui où tout bouge, il faut saisir les opportunités. On est dans le monde professionnel et donc les sentiments n'existent pas. Par contre, le sérieux donc des approches doit être vérifié en permanence. Nous, ce qu'on sait, c'est que ce projet il a été décidé et voté en conseil d'administration du port, donc de l'EPR Port Sud de France. C'était au début de l'été, il me semble. Donc le conseil d'administration du port, c'est vraiment l'instance qui décide des aménagements du port et il est composé d'élus régionaux et de représentants des entreprises qui sont sur le port. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si ce projet il a été débattu et voté en conseil régional. A priori, non, il ne l'a pas encore été. Notre interrogation, elle porte sur est-ce qu'il va l'être débattu ou non par les élus, c'est-à-dire par les personnes qui nous représentent au sein du conseil régional. Dans le cadre d'un appel à projet, et je vais reprendre donc le dossier pour que vous ayez toutes les informations et que les réunions de concertation sont prévues. Également, d'ailleurs, une réunion publique se fera avec le président Jean-Claude Guessot début de l'année pour bien informer l'ensemble de tous les acteurs. Tout d'abord, nous avons un quai, le quai d'Alger, qui limite de plus en plus l'accueil des navires de croisière. Où je rappelle, l'activité est passée de 8 000 passagers en 47 000 en 2017 et on prévoit 120 000 en 2018 et un nombre d'escales de croisière en 2018 on est à 15 et de 5 en 2019, donc on n'est pas sur les chiffres que vous donnez. Nous avons des bateaux de plus en plus grands
et le développement de l'activité croisière s'effectue depuis quelque temps au Mole Masselin, qui reçoit des navires jusqu'à 240 mètres. Et nous avons reçu également au nouveau quayage que la présidente a inauguré, c'était au mois d'octobre 2016, des navires de 290 mètres. Donc le quai d'Alger est donc disponible et nous souhaitons développer de nouvelles activités dans le cadre d'un appel à projet. Donc l'appel à projet, quels sont les engagements? C'est une société américaine qui donc est en négociation. Donc nous n'avons pas achevé ce jour-là. Le projet a été présenté et a fait l'échange avec la communauté portuaire lors du conseil portuaire. Je parle du 6 novembre, donc depuis quelques semaines. L'engagement de la région se fera lorsque la convention d'occupation temporaire permettra l'installation à cette société de s'installer, et bien sûr, après approbation au conseil d'administration du port. Et puis, cette présentation de la convention d'occupation temporaire devra être faite en février prochain pour une présentation au conseil régional en mars et en avril. Donc, nous sommes dans les délais. Ensuite, pour vous dire que sur le développement économique et sur l'utilisation de ce quai, pour nous, il est important d'apporter une valeur ajoutée sur le quai d'Alger. On parle de 500 000 € de redevance donc entre les 4 et les 5 prochaines années, et aussi avec des équipages identifiés entre 150 et 200 personnes qui pourraient donc vivre sur 7 pendant quelques mois et voire certainement pendant plusieurs années. Donc c'est un projet économiquement très intéressant qui devra permettre donc bien sûr à faire l'ensemble de la concertation avec tous les acteurs. C'est ce que nous avons prévu dès le début de l'année 2018. Oui, pardon, Monsieur Codorniou, vous n'avez pas répondu à la question en fait. Il s'agit de la gestion de la sortie des grands navires lorsque les bateaux de croisière vont venir sur le quai d'Alger. Vous me parlez de l'année 2018 et je vous parle également des années à venir. Puisque là, nous avons un contrat sur quelques années concernant les bateaux de croisière. Le fonctionnement permet en simultané d'avoir entre 15 et 20 bateaux qui puissent circuler. Là, nous parlons sur la grande croisière, donc des grands yachts. Dans le cadre de la négociation et de l'appel à projet, on est entre 5 et 12 navires, mais nous sommes toujours dans le cadre de l'appel à projet. Je vous en reparlerai plus tard, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Premier vice-président. Je pense que ces précisions sont éclairantes. Jean-Claude Guessot, bonjour. Bonjour. On vient d'entendre Beru proposer une consultation des Français sur la politique du gouvernement. Alors ça veut dire quoi? Que le Parti communiste, dont vous êtes l'un des dirigeants, aurait oublié que les Français ont voté il y a à peine 6 mois, parce qu'ils ont été consultés il y a 6 mois. Oui, ils ont voté et ils ont élu un président qui s'était engagé à mener une politique qui visait à s'attaquer à la fracture sociale, qui faisait de l'emploi la priorité des priorités, la priorité absolue, qui disait qu'il allait taxer les revenus financiers, qu'il allait défendre le service public à la française, disait-il. Or, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui est mis en œuvre. Ce sont les décisions pour la rigueur, pour l'austérité, pour le blocage des salaires. C'est la casse du service public. C'est Alain Juppé qui annonce le démantèlement de la sécurité sociale par voie d'ordonnance. Donc c'est une politique contraire de celle qui avait été annoncée aux Français. C'est pourquoi nous considérons qu'il faut la consultation. Et en même temps, nous pensons que les actifs, les retraités, les jeunes ont raison de se rassembler et d'agir. D'ailleurs, quand ils le font, ils arrachent des résultats pour empêcher ces mauvais coups qui sont, je pèse mes mots, de véritables reculs de civilisation. Et dans le même mouvement, nous pensons qu'il faut développer le dialogue, le débat d'idées, la confrontation, ce que nous appelons le Forum national, pour inventer un nouvel avenir, pour faire une autre politique dans ce pays.